par ton expérience, est-ce que ça se construit, ce réflexe-là? Probablement, oui. Oui. Je Dans le sens pense que oui. des gens que la première fois que tu as abordé comme ça, ils ont dit c'est toi qui décides parce que c'est toi qui Ouais. décides. Puis que finalement, au fil du temps, la dynamique change un peu. Oui, ben c'est sûr. Tu sais, au départ, les équipes, tu le vois, là. Tu sais, tu dis, bon, ben on va trouver une solution. Puis là, ben il y a personne qui parle, personne qui interagit. Fait que là, ben justement, t'as pas le choix, tu commences, puis tu proposes des solutions. Fait que, puis tu viens à connaître tes équipes aussi, Ouais. à savoir avec quelle équipe ça fonctionne, quelle équipe ça fonctionne pas. Mais c'est ça, faut que tu connaisses tes équipes, faut que tu passes du temps avec elles, puis il faut pas juste que tu sois dans ton bureau, faut que tu sortes, faut que tu... Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. Aujourd'hui, on reçoit Josiane qui fait partie de l'équipe d'Esprit de famille. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier. On veut aussi donner la parole aux gens du terrain pour avoir un feedback sur c'est quoi d'être éducateur et d'être éducatrice. Un peu un témoignage de son parcours. Salut André. Salut, Mélissandre. Salut Josiane, merci Allô? d'être là. En même temps, on t'a un peu obligé, mis le couteau sous la gorge, fait que... Un peu, c'est correct. Ça force à faire autre chose. C'est ça, la bienveillance, là, Oui, c'est c'est important. Aujourd'hui, donc, je l'ai dit, ça c'est fait. Et en fait, l'idée, c'est qu'on te pose un peu la première question qu'on aime poser pour les podcasts. Et puis ça, c'est son travail à lui. Comment est-ce que tu étais, Josiane, comme enfant? Comment j'étais comme enfant? Oh, une petite fille tranquille, je pense, Ouais. qui aimait beaucoup être avec mes amis, quand même calme, créative. C'était pas mal moi. Josiane, elle est très à l'aise, elle est très contente de parler d'elle. Tu sais, c'est comme, c'est hyper important. Pour toi, t'aimes ça beaucoup parler de toi. Ah oui, vraiment. On a plein de questions pour toi. En fait, pour nous, aujourd'hui, on est comme curieux de t'entendre sur... on se connaît, en fait, tu travailles à Esprit de famille depuis quelques années, mais on est curieux de t'entendre sur pourquoi tu as choisi ce métier, en fait, de comme donner un peu la vocation aux nouvelles générations, peut-être, qui nous regardent, de futurs éducateurs ou éducatrices. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce métier-là? Je suis un peu tombée dans le métier un peu par hasard, en fait. Je m'en allais pour devenir professeur. OK. Mais l'anxiété et les études, ça fait pas bonne amie. Donc, j'ai lâché l'université, puis je me suis dit, tant qu'à rester avec les enfants, je vais essayer d'aller avec les plus petits. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour les routines, qui est très, très rassurant. Et pour le monde, vraiment des enfants, la petite enfance, leur imaginaire. Donc, j'ai commencé tout de suite en étant éducatrice sans diplôme, puis par la suite, je suis allée faire ma diplomation parce que justement, c'était vraiment le métier que je voulais faire. Puis comment? Est-ce que tu as commencé dans un CPE, dans une garderie, au milieu J'ai familial? commencé dans une garderie privée. J'ai fait un stage vraiment à mes frais, là. Vraiment donné que du mois pour apprendre du métier. Puis par la suite, ils m'ont engagée là, à temps plein parce qu'évidemment, il y avait besoin. Ouais, ça n'a pas changé. Comment tu as choisi? Est-ce que, au départ, on comprend que tu as comme, j'imagine, de ce que je comprends, été un peu avec, tiens, je vais là et je verrai. Mais est-ce que, par la suite, tu aurais fait ce même choix? Comment tu as choisi le milieu, mettons, de travail à ce moment-là? Le premier milieu, je suis allée là parce que je m'étais fait des amis, puis les relations, ça allait vraiment bien là-bas. C'est quand il y a eu un changement là, dans la direction que j'ai dû changer. Puis évidemment, Esprit de famille ouvrait ses portes, donc il y avait beaucoup de publicité sur Facebook d'Esprit de famille, avec vraiment des belles valeurs, des belles avantages aussi pour les éducatrices. Là, donc c'était un choix pour moi qui était... clair là, que je devais aller avec Esprit de famille. Mm-hmm. On te donnera 100 $ comme on a convenu. Là, non, elle est très libre de parler et de critiquer éventuellement Esprit de famille. Oui, mais ça a vraiment été un coup de cœur quand j'ai dû faire le changement. Là, fait que... Parce que là, tu as nommé les avantages, les blablabla. Mais en fait, probablement qu'il y a de quoi, je sais pas, qui est venu te chercher personnellement. C'est quoi au début que tu penses qui t'a accroché avec Esprit de famille? Bien, il y avait beaucoup, la valeur, de la bienveillance, la coéducation. C'était vraiment ce qui me manquait dans l'autre milieu. Où est-ce que t'étais? La présence de la direction aussi, là, à ce moment-là, dans l'autre milieu, on n'avait pas du tout. Fait qu'on était vraiment laissés à nous-mêmes. Puis chez Esprit de famille, on sentait que la famille était là, puis que même la direction faisait partie de l'équipe. Ouais. Puis c'est vraiment ce qui venait combler ce qui manquait là, à mon autre milieu, qui a fait toute la différence.
Puis, dans le fond, je suis curieux, tu sais, au fil du temps, tu es rentré dans l'équipe à titre d'éducatrice. Ouais. T'as évolué dans l'équipe. On voulait donner des responsabilités à certaines personnes dans l'équipe. T'es parti en congé de maternité. Oui, effectivement. T'es revenu dans un contexte très particulier, dans notre cas, où est-ce qu'on ouvrait une deuxième garderie. Ouais. Comment t'as dealé avec ça? Je suis curieux de t'entendre un peu là-dessus. Bien, le projet était déjà commencé quand je suis partie en maternité, là. Vous m'en aviez glissé un mot à l'évaluation, tout ça, juste avant que je quitte, que vous étiez intéressé à ce que j'ai des responsabilités là-bas. Fait que déjà, quand je suis partie, j'avais déjà en tête que je reviendrais avec ce projet-là. Fait que ça m'a comme stimulée à revenir dans un milieu parce qu'il y a beaucoup d'éducatrices qui reviennent de congé de maternité changent de milieu. Moi, sachant que j'aurais un autre poste, ça m'a vraiment donné envie de rester. Puis c'était vraiment un autre côté, en fait, du milieu que je voulais voir. Là. Tout ce qui était visite avec les parents, soutien des parents quand ils arrivent dans les milieux, tout ça, d'être leur référence dans le milieu, ben ça faisait vraiment voir un autre côté du métier. Là. Comment t'as dealé? Tu as nommé tantôt, tu disais l'étude, l'anxiété, c'est pas un bon mélange. Ouais. Comment t'as dealé avec justement le stress que ça pouvait représenter, l'anxiété, tout ça? Le support humain? Oui. Mélissandre a été un très, très bon support. Là, il y a un bout, surtout à l'ouverture de Sainte-Foy, on s'appelait presque à tous les soirs, savoir comment ça a été. Limité, là. Oui, c'est ça. Le téléphone, c'est tout de suite qui doit appeler, tellement qu'on s'appelle souvent. Mais ça a vraiment été un support énorme pour moi là, qui a fait que je savais que si j'avais quelque chose, je pouvais l'appeler tout de suite. Puis j'ai pris aussi de la confiance avec les années. Je pense aussi de devenir diplômée en étant éducatrice, ben ça t'apporte une confiance aussi en ton métier. Ça paraît aussi avec les parents, là, la confiance que t'apporte, ton professionnalisme aussi, tout ça. Est-ce que tu fais une différence sur ta place d'éducatrice et ta place... Ben, tu vas me dire, oui, évidemment, c'est pas le même endroit, mais... Non, mettons c'est que pareil. ouais, c'est ça. Ah, yeah. Dans le ressenti, dans le fait de... Tu viens de l'équipe, puis tu as eu un poste à responsabilité, c'est complètement différent, les actions sont pas les mêmes. Donc j'ai comme deux volets dans ma question, à la fois l'envergure que ce poste permet d'avoir en termes de voici ce que je peux diffuser, et en même temps comment tu deals avec le fait de devenir responsable de l'équipe que tu as côtoyée. Après, comment tu as dealé dans tout ça là? Ben, tu sais, c'est sûr que dans mon âme, moi, je suis encore éducatrice, là. Tu sais, au quotidien, tu m'arrives, tu me dis, va sur le plancher, je suis encore éducatrice. Fait que je pense d'avoir encore ce lien-là très présent avec le plancher, ben ça crée une ouverture pour les filles. Ils savent que j'ai vécu ce qu'ils vivent. Puis, je pense que, ben justement, avec mon background de je veux devenir professeur, tout ce que moi j'ai appris, je veux l'apprendre aux filles. La transmission, c'est important. Exactement. Fait que on reste dans toujours... je te montre qu'est-ce que je sais pour améliorer ton quotidien, mais parce que je veux donner, je veux t'apprendre. Puis ouais, c'est ça, il y a comme un côté... Puis l'envergure que ça te donne aujourd'hui, quand tu es éducatrice, tu transmets aux enfants, puis il y a une partie que tu transmets aux parents. Quand tu as un poste à responsabilité, puis tu en parlais un petit peu, tu as eu plusieurs étapes, en fait, chez Esprit de famille, pour vérifier d'abord en fait que ça te plaise et que parce que on peut être une excellente éducatrice sans forcément vouloir d'abord et puis être bonne dans la gestion d'équipe. Il y a des éducatrices qui sont merveilleuses sur le terrain et qui disent laisse-moi tranquille, moi je veux pas de responsabilité, j'ai pas envie de gérer de l'humain ou de gérer les RH ou puis c'est très correct. Mais tu sais comment toi c'est quoi que tu ressens quand maintenant tu as un poste à responsabilité par rapport à l'aura que tu peux avoir en fait dans ce métier-là là? Bonne question. Merci. Honnêtement, on dirait que c'est venu toute seule. J'aurais jamais pensé avoir un poste de direction. Là, j'ai jamais eu... Si tu me demandais il y a 15 ans, pensais-tu devenir directrice, j'aurais dit non, je veux pas gérer des équipes. Mais finalement, j'adore gérer les équipes. J'adore les soutenir vraiment dans leur quotidien. Puis c'est plus comme ça que moi, je le vois. Je les soutiens dans leur quotidien parce qu'elles sont autonomes puis c'est ce qu'elles veulent. Fait que c'est vraiment du soutien. Moi, je leur apporte ce qu'ils ont besoin.
C'est pas un hasard pourquoi on a décidé de travailler avec toi puis dans ces conditions-là. C'est vraiment central pour nous autres de travailler l'autonomie des gens. Puis c'est vrai. C'est vrai avec l'équipe, c'est vrai avec toi, c'est vrai même entre nous deux. Même nous, ouais, c'est ça. Exactement, de dire est-ce que. Puis d'avoir. Ça, c'est touché parce qu'en fait, pour être capable de fonctionner comme ça te prend absolument de la transparence. Effectivement. Parce que quand je te dis est-ce que ça va bien? Si tu me dis un oui poli, ben là, ça ne fonctionnera pas parce qu'en fait, tu ne me donneras pas le feedback qu'il faut. Puis après ça, il faut l'appliquer dans les équipes. Mais c'est cool de voir que tu as un. C'est quoi le conseil que tu. Pardon, c'est très poli ça. C'est quoi le conseil que tu donnerais? Mettons que tu as ta collègue demain que tu croises et qui est en réflexion autour de ça, autour de tiens, est-ce que je pourrais évoluer, moi, pour un poste? Ou est-ce que tu lui donnerais un conseil de voici les curseurs, les points d'ancrage que tu pourrais vérifier pour voir si c'est un métier pour toi finalement? Dans la direction, tu vois? Ouais. Ben, c'est sûr que y a certains critères. Il faut que tu sois capable de sortir tes forces, tes faiblesses. Il faut avoir ça déjà pour être capable de gérer les autres. Il faut que tu te connaisses toi, je pense, pour être capable de soutenir les autres. Puis c'est sûr que le côté émotionnel, il faut que tu sois capable de le gérer. La gestion du stress, exact, tu veux dire? Ouais. Stress, anxiété, même d'être capable de recevoir ce stress-là des autres au quotidien. Il faut avoir cette grandeur-là pour être... C'est une réalité, c'est intéressant, c'est une réalité que je crois qu'on sous-estime, autant auprès de l'équipe du staff que même face aux parents. Les enfants, je pense que c'est tel que tel. On vit des situations avec les enfants, puis, mais c'est vraiment face aux collègues de travail qu'ils peuvent nous transmettre leur stress. Mais la réalité, c'est beaucoup aussi les parents. Puis je le dis pas, c'est purement, comment je peux dire ça, factuel. C'est pas un jugement. C'est normal. Je pense que c'est ça, exact. On arrive avec ce bagage-là comme parents face à l'équipe éducative, puis on transpose des fois des situations que nous, on vit personnellement, puis des fois, il nous manque un contexte, il nous manque... Comment tu penses qu'une directrice doit dealer justement avec cette relation parent-là? C'est quoi les trucs, c'est quoi les choses qu'il faut mettre de l'avant absolument au niveau de la relation parent? Mais comme on disait tantôt, la transparence, là, vraiment, l'honnêteté, de toujours partir du fait qu'on veut s'améliorer et non quand un parent vient vers nous, c'est pas une critique, c'est pas il est fâché. Il faut vraiment le prendre comme pour s'améliorer, je viens de parler de ce qui se passe. De pas toujours penser que les parents veulent nous rentrer dedans. C'est pas parce qu'un parent fait une critique qu'il veut partir. C'est pas parce qu'il fait une critique que tout va mal. Fait que, c'est comme de voir le positif dans le négatif, si on veut, puis d'être capable de bien communiquer tout le monde ensemble. Je pense que c'est vraiment la clé. Vous cherchez à atteindre votre ratio de qualification? Le parcours Travail-études en petite enfance vous aide à recruter et former le personnel éducateur de la relève. En y participant, votre personnel en formation reçoit une rémunération pour leurs heures d'études au cégep. À la fin des 18 mois, la personne en formation aura complété son AEC en technique d'éducation à l'enfance, tout en accumulant des heures de travail qualifiantes dans votre milieu. Tous les détails sur travailetudespetiteenfance.ca. Il y a beaucoup aussi cette traduction, en fait. Tu sais, des fois, quand on fait les assemblées générales où là, les parents sont invités, parfois ressortent des sujets qui, quand même, somme toute, se ressemblent chaque année parce que c'est des inquiétudes de parents qu'on a tous partagées. On est tous les 3 parents, là. Fait qu'on a tous eu ces questionnements-là à un moment donné. Donc, on les trouve légitimes, en fait. Mais c'est des inquiétudes qui sont plus ou moins nommées de façon comme régulière ou adaptée ou avec plus ou moins d'intensité dépendamment du parent, de son inquiétude. C'est mon premier enfant, pas mon premier enfant. Enfin, il y a plein de facteurs. Et je sais plus où je m'en allais avec ça. Si, c'est ça. Il y a une histoire de traduction. En fait, où, quand on vit ces moments-là, les filles, souvent, en fait, on n'a que des éducatrices actuellement. Avec, les filles sont souvent dans mais ils aiment pas le travail que je fais. Ils sont pas contents, on a eu que des critiques. Donc, de traduire ça et de démystifier un petit peu en disant, tu sais, le parent, ça se peut juste que ce soit son premier enfant. Puis, comment toi, tu vis ce rôle-là de traductrice, finalement? T'es comme un peu trilingue maintenant. C'est sûr qu'effectivement, les parents, des fois aussi,
en magazine, au lieu de venir comme nous parler au quotidien, ils le gardent en dedans. Fait que là, puis ils prennent comme ces tribunes-là pour comme tout dire. Fait que des fois, ça engendre vraiment de la frustration. Puis les filles se disent, oh mon Dieu, c'est donc, c'est une montagne de changements qu'on a à faire. Mais finalement, des fois, c'est aussi de l'incompréhension. Ils ont jamais travaillé dans le milieu, ils connaissent pas les milieux. C'est leur premier, des fois, installation. Ça fonctionne pas pareil, une installation qu'un milieu familial, qu'un CPE. Fait que des fois, c'est juste de l'incompréhension, puis j'ose pas poser la question, puis de venir après ça retravailler avec les équipes, de dire, tu sais, elle t'a dit ça, mais dans le fond, c'était juste pour changer un petit peu telle chose, puis juste pour améliorer, puis finalement, c'était pas si grave que ça, ce qu'elle a dit, mais c'est comme de traduire toujours, de remettre en bout. Puis il y a, en fait, quand on est en poste de direction, il y a aussi ce côté, l'idée. En fait, je me souviens qu'au début, où tu as pris ce poste-là, tu as dit, mais moi, je peux pas l'idée des équipes. Puis tu as cette force en toi qui est indéniable, en fait, et tu as relevé avec brio, vraiment. Moi, j'admire ton parcours là-dessus. Puis il y a... T'as suivi une formation de leadership. Ce qui est drôle, je sais pas si tu te souviens, mais t'avais suivi parce qu'on se disait, on va te donner des outils parce que quand même, l'idée, quand on fait évoluer quelqu'un, quand la personne veut évoluer... ouais, c'est ça. Tu vas pas lui dire, ciao, bye, maintenant ça devient ton poste, bye, là. C'est ça. Il faut avoir donner du temps, en effet, du soutien, mais aussi des formations. Puis je me souviens qu'instinctivement, t'avais déjà mis en place beaucoup de choses, en fait, à Esprit de famille, dans ta relation avec les parents, les équipes. Puis tu avais quand même suivi cette formation parce qu'on pensait que c'était quand même intéressant. Et tu étais ressortie en disant, finalement, ça m'a confirmé que ce que je faisais, c'était correct. Puis ça t'a comme juste dit, je suis bien à ma place. Fait que parfois, la formation n'est pas forcément le contenu que tu vas retenir, mais juste de dire, ça me conforte. Puis tant mieux, parce que ça t'a juste permis d'être plus en confiance, en fait. Il y avait moins ce volet... Ou pas nécessairement de faire des changements, de faire de l'ajustement aussi. Des fois, c'est... Oui, puis, tu sais, on a comme toujours le stéréotype de la leader, c'est celle qui parle le plus fort, puis c'est celle qui amène tout le monde à telle place. Mais des fois, c'est juste quelqu'un qui est capable de juste rassembler, puis de juste faire progresser tout le monde sans être celle qui dégage le plus, tout simplement. Je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'en fait, dans la théorie du leadership, là, je le dis dans mes mots, tu as du leadership de push, celui de pull. Celui qui pull, c'est celui qui est en avant. Il a l'épée dans les mains, il charge, puis il dit « On s'en va par là! » Puis de l'autre côté, tu as le leadership de push qui s'assure que le groupe suit. Puis qui, lui, va s'assurer que tout le monde embarque dans le plan. T'es-tu correct? T'es-tu sûr que... Est-ce que tu as tout compris ce qu'on avait besoin de faire? Puis c'est sûr que là, tu sais, dans ta description que tu as, je le vois complètement, ton rôle de dire, t'es celle qui va arriver et s'assurer que toute l'équipe va suivre, que le plan va s'exécuter comme on avait parlé. Puis non, t'es pas nécessairement celle qui mène la charge puis qui crie la plus fort, mais souvent, c'est pas ça qu'on a besoin. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Dans le milieu, c'est vraiment pas ce qu'on a besoin, en fait, parce que on veut que les filles soient douces, on veut qu'elles pas qu'elle divulgue, mais qu'elle pollinise, en fait, qu'elle diffuse ça. Qu'elle diffuse ça aux enfants. Fait que ça serait comme contre-productif, moi, d'arriver puis d'être super sévère puis d'être comme, tu vas faire ça, tu changes ton quotidien, mais dans le fond, moi, je suis qui pour changer son quotidien? C'est elle qui est là, c'est elle qui le sait. S'il y a une problématique, c'est elle qu'il faut qu'il trouve on va la trouver ensemble, la solution, mais c'est selon son quotidien. Fait que je dirais pas... Je les dicterai pas, là, il faut que ça vienne de tout le monde, en fait. Puis comment tu deals avec le fait en théorie, puis 98% du temps, même 99% du temps, complètement vrai, ce que tu dis. Ou est-ce que tu dis, quand tu montes le chemin, quand tu guides la personne d'elle-même va prendre les bonnes décisions, va l'adapter à sa réalité. Puis c'est comme ça, tu es sûr qu'elle va adopter le comportement, parce qu'elle va l'avoir construit elle-même. Mais... il y a des cas où est-ce que la personne te dit « Non, ce que tu dis, c'est de la merde. » Des fois, t'as pas le choix. Tu dis « T'as pas le choix, ça va être ça. » Puis la personne, elle le prend ou elle le prend pas. Au pire, elle va être fâchée quelques jours, puis elle va revenir. Il y a des situations où les gens te disent « Moi, je veux pas chercher la solution. Tu me dis quoi faire, puis je le fais. » Puis c'est correct. Il y en a qui sont comme ça, c'est leur personnalité. Mais t'as pas... J'ai pas le choix, je leur dis quoi faire, puis c'est comme ça. Mais après ça, là, ils peuvent pas te reprocher de leur avoir dit quoi faire, parce que c'est eux qui ont demandé à ce qu'on leur dise quoi faire. Fait que je pars toujours avec... On discute, on voit c'est quoi la solution, mais moi, dans ma tête, j'ai déjà la solution. Fait que si elle ne propose rien, moi, je propose une solution, puis on voit si c'est possible ou pas.
puis on y va comme ça. Par ton expérience, est-ce que ça se construit, ce réflexe-là? Probablement, oui. Oui. Je Dans le sens pense que oui. des gens que la première fois que tu as abordé comme ça, ils ont dit c'est toi qui décides parce que c'est toi qui décides. Puis que finalement, au fil du temps, la dynamique change un peu. Oui, bien c'est sûr. Tu sais, au départ, les équipes, tu le vois, là, tu dis, bon, ben on va trouver une solution. Puis là, ben il n'y a personne qui parle, personne qui interagit. Fait que là, ben justement, tu n'as pas le choix, tu commences, puis tu proposes des solutions. Fait que, puis tu viens à connaître tes équipes aussi, à savoir avec quelle équipe ça fonctionne, quelle équipe ça fonctionne pas. Mais c'est ça, il faut que tu connaisses tes équipes, il faut que tu passes du temps avec elles, puis il faut pas juste que tu sois dans ton bureau, il faut que tu sortes, il faut que tu... C'est ça, selon toi, l'espèce de secret, tu sais, d'être un bon leader, c'est de passer du temps avec, tu vas me dire évidemment, mais en même temps, c'est quand même, c'est comme dire, bah oui, il faut être bienveillant auprès des enfants, mais ça veut entre guillemets tout et rien dire, de dire passer du temps avec ses équipes, ça veut dire quoi? Je lui ai dit bonjour ce matin, j'ai passé du temps avec elle. C'est quoi, selon toi, le bon curseur de temps, en fait? Ben, déjà, tu sais, comme moi, je trouve que je passe une journée par semaine dans les installations, puis je trouve que c'est pas assez. Si je pouvais en faire 2 par semaine dans chacune, ça serait idéal, mais ça fait comme trop de journées. C'est ça. Mais les équipes, quand on est présent, c'est rassurant. Même s'ils sont autonomes, même s'ils font bien leurs choses, c'est rassurant. Je me rends compte qu'ils viennent juste voir comment on va, puis même le contraire, ça leur fait du bien qu'on leur demande comment ça va, qu'elles se sentent entendues quand elles ont des problématiques, même s'ils ont demandé à leurs collègues comment régler leurs problématiques, puis que leur collègue a dit la même affaire. Des fois, juste que la direction soit au courant, ça fait toute la différence. Puis juste d'être présente des fois pendant les pauses, puis de discuter de tout et de rien, ça fait tout aussi la différence. Je sais pas, en fait, si on a enregistré un podcast avec Cathy Cloutier, qui est celle qui a créé le programme Cœur à Cœur, et qui, avec Caroline, qui était là également, une éducatrice. Et puis, en fait, il y a beaucoup, j'ai envie de dire, à chaque épisode qu'on a fait, à chaque fois, cette notion de prends le temps de créer ton lien, soit avec l'enfant, soit avec l'éducatrice, soit avec le parent, soit de juste, en toute conscience, d'être là, présent à 100% avec la personne, même si c'est 5 minutes, de dire je suis présent à 100%, ça fait une énorme différence. Puis oui, c'est galvaudé de dire ça, parce que tu as envie de dire, oui, bah, c'est comme manger 5 fruits et légumes par jour, là, tu vois, il y a quand même un côté, oui, merci beaucoup, le sport, tout ça, on connaît. Mais en même temps, aujourd'hui, on voit les effets que ça produit quand tu ne le fais pas. En termes de rétention de personnel, en termes de bien-être en fait de la personne, en termes de qualité de service aussi. Je trouve que c'est vraiment intéressant que tu ramènes ça aussi en si peu de temps, parce que tu en parlais tout à l'heure dans ton évolution, j'étais éducatrice, je suis devenue maman, ensuite j'ai été coordinatrice et directrice d'une garderie en gestion de projet finalement, puis aujourd'hui tu es directrice générale d'Esprit de Famille, donc des 3 installations, avec une équipe qui est autour de toi, que tu accompagnes aussi, une équipe, ce qu'on appelle nous affectueusement l'équipe d'admin là, donc une personne qui est chargée des ressources humaines, donc c'est Anna, une personne qui est chargée d'être plus en administration, bref, chacun a un peu son rôle que tu drives en fait excellemment bien. Toi, mettons que ça serait quoi est-ce que tu conseillerais aux éducatrices de se lancer là-dedans, ou au moins de se questionner dans cette évolution-là? Est-ce que tu dirais, bah non, c'est pas nécessaire, hein, vous êtes des gros malades si vous faites ça, parce que... Moi, je pense que oui, ça vaut la peine de se poser la question, puis de vouloir évoluer dans son domaine, dans son métier, ne serait-ce que de partir d'éducatrice à coordonnatrice pédagogique, qui est vraiment, dans le fond, d'outiller ton équipe dans leur quotidien, puis avec les enfants qui ont des besoins particuliers, tout ça, ne serait-ce que d'évoluer juste à ce poste-là, sans devenir vraiment gestionnaire. C'est déjà un autre volet du milieu, vraiment de l'autre côté. Je pense que tout le monde a à y gagner de voir d'autres postes. On aime toujours... moi, tu as une autre question pour Josie, mais on aime toujours finir le podcast sur une question comme... Puis André fait les intros et les fins, c'est comme ça, entre autres. Mais je vais lui laisser poser cette question-là. Si tu avais une personne qui commence dans un rôle de gestionnaire, qu'est-ce que tu aurais comme conseil clé, ou des choses qui sont issues de la discussion ou pas, un conseil clé pour cette personne-là qui commence dans ce rôle-là? Ben, ça va être un peu comme j'ai dit tantôt, là, de vraiment connaître de commencer par connaître ses équipes. Je pense que c'est... Ben,
en tout cas, dans notre domaine, là, vraiment, de connaître tes employés, c'est comme la base. Puis après ça, connaître ton milieu le plus possible. Après ça, les tâches administratives, ça s'apprend, là. Ouais. Mais la connexion avec les gens, c'est le must à faire, vraiment. C'est une question aussi d'apprendre à... Tu sais, le monde se faire respecter. Ouais. Puis pas en vargeant sa table, juste en ayant le lien avec les gens. Exactement, ouais. Demain, tu rencontres une personne, j'ai envie de faire du coup sur cette... tu rencontres une personne qui dit « je me questionne à devenir éducatrice ou éducateur ». Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider à prendre cette décision-là ou pas? Tu sais, qu'est-ce que ce serait quoi ton... Moi, j'ai dit vas-y, c'est sûr. Mais je sais que c'est pas fait pour tout le monde, mais clairement, moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté. J'ai appris beaucoup sur moi. Puis je pense qu'on apprend vraiment beaucoup des enfants. Puis c'est un monde vraiment... leur imaginaire est à découvrir à 100%. Puis même la réalité des garderies est à voir. Là. Je pense que ça serait bénéfique que tout le monde passe une journée en garderie. Venez-vous-en, genre porte ouverte pour tout le monde. Merci Josie de nous avoir accordé ce temps-là et d'avoir une fois de plus combattu combattu tes petits démons de genre je ne veux pas parler de moi. C'est en fait toujours un plaisir de t'écouter parce que je trouve que c'est beau, c'est inspirant en fait d'avoir cette confiance à cette vocation du métier. Merci de faire partie de l'équipe aussi. Voilà, j'arrête de dire merci. Merci de l'invitation. Oui. Ça fait sortir de la zone de confort, ça fait du bien. Ça te va bien. Donc voilà, en fait c'était le témoignage de Josie, de Josiane, de son prénom pour de vrai. Probablement qu'on va perdurer en fait ces témoignages-là avec d'autres personnes et des panels, etc. Puis on t'invitera sûrement dans ces panels-là. Merci de nous avoir écoutés et on vous retrouve dans le prochain épisode. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.